Bonjour à tous et bienvenue dans Le Pont des Communs. Le Pont des Communs, c'est une émission créée par des progressistes pour des gens qui veulent changer le monde, tout simplement, améliorer leur quotidien et celui de leurs voisins et voisines. Le principe est simple, 45 minutes de discussion à bâton rompu, avec des invités en tout genre pour repenser, tourner sa ville, ses villages. Alors aujourd'hui, je suis avec trois personnes absolument merveilleuses, évidemment, pour parler d'un sujet qui n'est pas toujours merveilleux, mais qui est absolument nécessaire pour faire communauté, pour vivre en société. On va parler sécurité. Alors, de quoi on parle ? De quoi parle-t-on, plutôt, quand on parle sécurité, quand ça ne se dit pas, voilà, désolé. Alors la sécurité, voilà, aujourd'hui, elle est servie à toutes les sauces. Les populistes en tout genre s'en emparent pour faire leur avantage, pour essayer d'être à l'avant-plan politique, et malheureusement biaisent complètement ce sujet. La sécurité, c'est une affaire très sérieuse, qui mérite toute notre attention, et sur laquelle je crois, beaucoup de gens sont très investis, mais malheureusement aujourd'hui les choses se tendent et la discussion n'est pas toujours permise, facile, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, pouvoir ici autour de la table prendre le temps de cette discussion, de ce qu'est la sécurité pour vous, chers invités, ce qu'est la sécurité pour notre société, et finalement un peu, de quoi on a envie, de quel modèle on a envie, et qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux au quotidien, plus en sécurité au quotidien. Alors, aujourd'hui, pour ce faire, je vous l'avais dit, j'ai des invités formidables, j'allais dire, ça ne se dit pas, des chouettes invités, et donc je vais commencer par celle qui est en face de moi, Valérie Christians. Et donc toi, tu es intervenante au Courtil, une institution pour jeunes adultes, mais surtout, tu es investie dans ton village, Vezon, que tu as à cœur, je crois, tu l'as très très bien investi, tu es investi à plein d'endroits, que ce soit pour l'école, que ce soit pour le comité Vezon Accueil, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et aussi pour d'autres choses, dans le comité musical de l'Artifoire d'Olin, voilà, je crois que tu ne t'arrêtes jamais. Et pour te qualifier, je crois qu'on peut dire que c'est un moteur qui roule rock'n'roll. Tout à fait. Merci d'être là, Valérie. Ensuite, Maryse Roméo, tu es père aidante, animatrice, ancienne agente pénitentiaire. Oui. Et j'ai envie, pour te décrire, je dis, tiens, réfléchir, une présentation, quelque chose. Et puis, en fouillant un peu, en cherchant, je suis tombé sur un mot que Coralie David a mis pour toi sur Facebook. Et je le trouvais à la fois beau et juste. Et donc, tu es une combattante, souriante et qui soulève des montagnes. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, je pense qu'on peut le dire. Merci. David Frère, qui est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et toi, tu es plein de choses, tu as fait plein de choses, et tu fais encore plein de choses, un homme de projet, et tu es avec nous aujourd'hui pour, avant tout, nous amener ta vision de ce qui peut être la sécurité, ou enfin le vivre ensemble, ou comment on peut aller boire un verre sur les quais, boire un café, sans se faire emmerder. Oui. C'est un peu ça l'idée. Mon humble vision sera la vôtre. Non, pas la vôtre en fait, mais je la partagerai. Ça, c'est ça qu'on veut. Alors, je vous avais déjà un peu évoqué l'enjeu aujourd'hui et parler sécurité sans tomber dans le sécuritaire, c'est pas toujours évident. C'est parfois un marché sur un fil d'équilibristes. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas pour autant que ce n'est pas simple qu'on ne doit pas le faire. Ce fil équilibriste, souvent, pousse ceux qui ont de belles idées à ne pas s'exprimer, qui se disent que si je le dis, je vais être jugé, on va pas vouloir m'entendre, ou je serai mal comprise, mal compris. Et c'est pour ça que j'ai envie de juste poser pour bien entrer dans le sujet, nous dire tous ensemble que finalement, cette sécurité, elle nous appartient. Moi, je l'ai eu à cœur aussi en parlant, finalement, en tant que militant, en tant que candidat au Parlement, parce qu'en sécurité, on en parle tout le temps. Quand moi, j'ai défendu la sécurité sociale au Parlement fédéral, on parle sécurité, on parle de pouvoir vivre au quotidien, de sécurité financière, c'est aussi ça, la sécurité. Quand les écologistes se battent pour l'environnement, c'est la sécurité de pouvoir vivre dans un environnement sain, c'est aussi ça, la sécurité. Et moi, j'ai envie de vous entendre un peu plus loin, mais finalement aussi, tiens, vous, votre vision, c'est quoi la sécurité, votre vision de la sécurité à vous? Et je vais commencer par toi, encore Valérie, après je promets, je commencerai par d'autres aussi. Toi, en tant qu'habitant d'un village, finalement, ta vision, c'est quoi quand on habite au village, la sécurité? C'est le lien. Je pense que c'est essentiel. Mais partout, le village, la ville, entre vous, entre l'autre, le différent, le particulier, quand on fait lien, on a moins peur. Et quand on fait cette rencontre, on rencontre une personne, on rencontre une histoire,
Et puis ça devient un dialogue. Et ce dialogue diminue justement ce sentiment d'insécurité. Ça diminue aussi la peur. Et en tout cas, moi, si j'ai des efforts à faire quelque part, c'est ça. C'est de créer du lien. Et on a la chance dans nos villages, et dans le village de Vezon particulièrement, parce que Vezon Accueil a fait un boulot extraordinaire. Chaque habitant est accueilli et présenté à l'autre. Et avec nos particularités, on le partage lors de fêtes, lors de manifestations. Et ça, ça a été créé il y a très très longtemps et ça reste dans notre ADN. J'ai été accueilli comme ça il y a plus de 30 ans et j'ai envie de continuer avec les nouveaux arrivants de refaire pareil. En tout cas, c'est un point, mais qui est essentiel, c'est faire lien, faire la rencontre. J'ai envie de rebondir aussi, par exemple, sur l'accueil des migrants sur Tournai, qui avait fait peur aux gens. Et je trouve que Tournai avait été très intelligent. C'est-à-dire que un tas de collectifs, un tas d'associations ont invité les migrants à participer à un repas, à leur demander de préparer un repas, de participer à une fête musicale. Et en fait, ces gens qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas de notre culture, on les a rencontrés dans un lieu neutre, qui était une fête, qui était un repas. Et ça a permis vraiment de se soulager de cette méconnaissance de l'autre. Et ça a quand même été très, très, très positif. Donc voilà, moi en tout cas, si j'ai une chose à défendre, c'est créer le lien. Oui, tout à fait. Et puis en plus, on le voit aujourd'hui. Si je prends ton exemple, aujourd'hui, on voit le nombre de commerces qui sont ouverts par ces gars et ces femmes qui sont arrivés il y a quelques années et qui aujourd'hui font vraiment le dynamisme du centre-ville. Je crois que c'est important à souligner. Et je suis sûr que c'est pas anodin que l'investissement des citoyens, et j'ai quand même envie de le souligner, que ce sont les citoyens et pas les politiques qui, à ce moment-là, n'ont pas tous été très glorieux. C'est vraiment une volonté de gens lambda, voilà, qui étaient là et qui se sont dit non, moi je suis pas d'accord, not in my name, je presque envie de dire non, nous on accueille et il n'y a pas question, ces gens ont assez souffert. Ça, je crois que j'avais envie de le souligner quand même. Et donc pour continuer dans le débat, Maryse, pour toi, j'ai reposé quasi la même question. Toi, tu habites plus le centre-ville, quartier de la Gare, et donc pour toi, c'est quoi être en sécurité, enfin vivre en sécurité au centre-ville de Tournai? Pour moi, vivre en sécurité dans la ville de Tournai, c'est avoir une ville apaisée. Comment on peut avoir une ville apaisée? Donc je rejoins un petit peu Valérie, c'est en communiquant, en dialoguant, en faisant de la prévention beaucoup, de la sensibilisation, en discutant avec les gens, parce que je pense que les gens en ville ont beaucoup de peur, d'angoisse, de harcèlement, de rue, tout simplement, et qu'en discutant, on peut apaiser beaucoup de choses. Je rebondis aussi sur les migrants. J'ai travaillé 5 années chez Fait d'Asile, donc je connais bien ce milieu, et j'avais envie d'ajouter que on a peur des étrangers, alors que eux ont plus peur de nous, finalement, parce que eux, ils sont vraiment dans l'inconnu. Donc je pense qu'en faisant plus d'animation avec eux, plus d'animation de quartier, plus d'invitations, comme tu disais tout à l'heure, plus de pique-niques dans les parcs, je pense que ça pourrait apaiser les tensions. Et je pense qu'on a besoin de cet apaisement pour se sentir en sécurité. Et donc de créer du lien, que les gens se connaissent finalement, en fait. C'est un peu ça, que la ville redevienne village, entre guillemets. Enfin, tous les villages ne se parlent pas pour autant, mais l'exemple est là. C'est comment les gens peuvent au quotidien échanger, se connaître, pour finalement apprendre à se faire confiance et à communiquer quand ça ne va pas aussi, quoi. C'est un peu ça l'idée. Il y a eu ce temps du Covid, par exemple, et à Vezon, t'allais y arriver. Ça a été un moment très angoissant pour beaucoup, ça a été un moment très compliqué pour tous, mais ça a aussi été un moment où on s'est arrêté. Et dans le village, on a créé une page Facebook et on s'est aperçu, mais c'était génial, on a rencontré des gens. Tiens, moi je vais repeindre mon chalet, j'ai encore de la peinture, mais par contre mon pinceau il est tout sec, est-ce que quelqu'un a un pinceau? Ok, moi j'ai un pinceau. J'ai beaucoup de nénuphars dans mon étang, est-ce que tu peux me donner des nénuphars? Et ça a été génial, on a rencontré les gens. Ce qui a aussi été dingue dans le monde de la musique, c'est que dans ma rue, par exemple, il y avait un jeune homme qui commençait le saxo, et il y avait une jeune fille qui chantait, qui jouait du piano, de la guitare et du sax. Et tous les vendredis, on se retrouvait dans la rue, avec nos distances de sécurité, mais dans la rue, avec l'apéro, chacun sur notre table. On amenait notre petite table, les apéros, et puis alors on allait servir avec nos verres. Enfin, on prenait toute la sécurité. Mais
quelle solidarité, puis quelle ambiance. Parce que alors le gamin là, qui commençait le saxo, mais à la fin du Covid, il était vraiment très bon au saxo. Tous les vendredis, on se donnait ce rendez-vous-là, et la jeune fille lui disait, on va travailler tel morceau. Elle avait un niveau déjà... Dans une autre rue, ils ont fait pareil, et puis ils ont créé les Albertins, parce qu'ils habitaient rue des Alberts, rue Albert Ier, et ils ont créé ça. Voilà, et cette solidarité, eh ben c'est top, parce qu'elle fonctionne encore aujourd'hui. Voilà. Mais comme quoi, oui. Ouais. Mais comme quoi, reprendre le temps, retisser le lien, permettre quel contact, permet de se ressentir bien entre nous, c'est briser l'inconnu, finalement, on est toujours là-dedans, comment aller au-delà de l'inconnu, parce que souvent, se sentir en insécurité, c'est quand on ne connaît pas, qu'on est tous un peu stressés. Je veux dire, on a tous déjà vécu ce petit moment... on doit briser la glace, ou on doit aller demander, on n'ose pas demander, voilà, je sais pas, on arrive au restaurant, on dit tiens, est-ce qu'il reste des tables? Moi, j'ose pas demander. Enfin, là, moi, je suis en angoissé de base, donc moi, ce genre de truc, c'est une épreuve pour moi. Il faut le savoir. Là, parler maintenant, ça m'amuse, mais me d'aller demander quelque chose dans la rue à des inconnus, c'est dur. Et donc, je veux dire, c'est un peu ce côté-là où il faut un peu toujours créer ce lien, faciliter ce moment. Et je vais continuer là-dessus pour aller vers toi, David, sur cette question du lien, de comment on peut aller vers l'autre et bah tiens, selon toi, comment on peut, j'ai envie de dire, plus facilement aller vers les autres? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on peut aller vers les autres? Parce que toi, voilà, dans toutes tes aventures, tu as quand même déjà crapahuté. Ouais. Ouais. Dans toutes tes aventures, tu as quand même crapahuté. Et tu es entre autres passé par les États-Unis. Hein, ça, je vais revenir entre là-dessus autres, après, ouais. parce que c'est quand même une autre conception de la sécurité là-bas. Oui. Et j'ai envie d'entendre, tiens, mais finalement, comment faire du lien? Parce que quand même, avec ton commerce, ton café, tu avais quand même des gens qui se posaient. Comment est-ce que ça avait un impact finalement? Est-ce que tu voyais quelque chose? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Comment faire du lien? Être ouvert, En fait, c'est marrant que tu aies parlé des États-Unis parce qu'on habitait dans un quartier, on traversait l'autoroute et c'était le quartier mexicain. C'est là-bas aux États-Unis, ils sont très communautarisés. Enfin, communauté mexicaine, communauté black, communauté blanche, communauté asiatique, etc. Et donc, on traversait l'autoroute, on arrivait dans le quartier mexicain et nous, on allait souvent au supermarché mexicain. Déjà parce qu'on adorait, que c'était moins cher. Et puis c'était en haut de la rue. Et souvent les gens nous disaient mais ça vous fait pas peur d'aller comme ça, de petits blancs dans les rues, dans les quartiers mexicains, etc. Et en fait on était assez ouverts et on n'y allait pas avec la peur justement. On n'y allait pas parce que je pense que la peur et la sécurité sont très très liées, ou la peur ou le sentiment d'insécurité et la sécurité sont très très liés. On n'a jamais eu de blague. Il y a eu des événements non sécurisants, je veux dire, dans notre quartier, mais on n'a jamais été touché, quoi que ce soit. Mais le fait d'y aller et d'être ouvert à l'inconnu qui pouvait faire peur et qui faisait peur à plein de gens, le fait d'être ouvert à l'inconnu a fait que ces gens nous ont accueillis, en fait. Et le boucher du supermarché, on est devenus ses meilleurs potes. On rentrait dans le supermarché, il criait notre nom presque. Et parce qu'on avait passé ce pas d'aller vers l'inconnu et d'être ouvert à l'inconnu pour faire sa connaissance en quelque sorte. Et je crois que ça c'est un lien. C'est un lien. C'est la base, je pense, pour... vous l'avez dit, hein, le sentiment d'insécurité est très lié au fait de connaître les gens, d'être ouvert aux gens, etc. Et je crois que c'est la base, c'est de s'ouvrir à ce qui est autour de nous et de s'ouvrir sans jugement, parce que souvent le jugement entraîne l'insécurité ou entraîne la méconnaissance et la peur de l'autre. Je ne sais pas si ce que j'ai dit vaut la peine d'être dit. Si, bien sûr, complètement. Moi, j'avais envie de dire que Tournai, c'est une ville, on a un hôpital psychiatrique, on a la défense sociale, on a l'accueil des... Juste précise, c'est quoi la défense sociale? Parce que je crois que c'est pas toujours... C'est là où on accueille des délinquants... qui vont être, enfin, c'est une prison pour personnes avec un problème mental plutôt, qui ont été déclarés. Je ne vais pas dire irresponsable, mais non, c'est pas irresponsable. Plus. Non, c'est pas du tout irresponsable. Je ne le trouve plus non plus. Mais donc, dans cette toute petite ville, on a des points chauds qui effectivement pourraient et qui peut être le fonds de commerce de beaucoup de partis du coup. Et donc, il faut travailler ce sujet, mais en bonne intelligence, quoi. Il faut pouvoir
savoir que dans notre ville, il y a des gens différents, que ce soit par leur origine, que ce soit par leur comportement vis-à-vis de l'autre. Il y a la psychose, il y a la folie, il y a... je pense aussi avec l'accueil du DAL, avec les sans-abri, c'est une autre réalité qu'on rencontre dans la rue et voilà, il faut pas être des bisounours parce que je pense que justement, si on veut parler du parti écolo, ils ont jamais été bisounours ou en dehors d'une réalité. Au contraire, s'il y en a bien qui ont depuis plus de 30 ans été dans une réalité et en se disant mais c'est ce qui va arriver. Et donc il faut à un moment se positionner et se dire voilà, il y a des phénomènes d'insécurité, comment y réagir en bonne intelligence, faire aussi confiance aux gens qui travaillent à la défense sociale, qui travaillent dans les associations, les institutions, dans les écoles. À la police. À la police aussi. Voilà. Et je crois que ce qu'a dit Marie sur le fait de faire de la prévention dans les rues, notamment, je crois que ça c'est hyper important parce que je trouve que quand on parle de sécurité, le problème c'est qu'on parle souvent et trop souvent de sentiment d'insécurité et pas de sécurité en tant que tel. Et peut-être que si on arrive à faire un travail dans la rue, parler avec les gens, les ouvrir à ce qu'on a dans la rue, dans la ville, les richesses qu'on a dans la ville aussi, ça peut ouvrir un peu les œillères et ça pourra augmenter le sentiment d'insécurité et donc la sécurité, parce que je crois que c'est aussi très fort lié, ce sentiment d'insécurité, de sécurité. Et diminuer du coup le sentiment, c'est ça que tu veux dire ? Oui, diminuer le sentiment d'insécurité ou augmenter le sentiment de sécurité, qui augmentera la sécurité en tant que telle. Je pense. Mais, oui. Je suis pas expert en sécurité. Mais... Oui, la prévention et la sensibilisation aident beaucoup. Ouais. Moi, je fais beaucoup d'animations dans les écoles. Mm-hmm. Je mets les gamins en situation de violence et j'essaie de leur expliquer comment réagir sans violence, justement. Et c'est hyper important parce que quand je les croise dans la rue, parfois il y en a certains qui ont un mauvais regard ou un mauvais comportement et quand je les croise, ils se souviennent de ce dont on a parlé en classe et je crois que c'est hyper important de les prévenir et de les sensibiliser très jeunes. Déjà dans les écoles et dans la rue, ce serait le top. Si on avait des équipes dans la rue, ce serait le top parce que les gens ont peur. Les gens ont peur de l'inconnu, les gens ont peur des SDF, les gens ont peur des toxicomanes. Moi aussi, j'ai peur. Mais quand on va vers eux, ils nous mangent pas. Hein. Non, c'est sûr. Mais ça, je veux dire aussi, c'est normal aussi d'être effrayé d'une certaine façon, d'avoir peur. Ça, je pense qu'il faut quand même le dire et assumer. C'est humain. Enfin, je l'évoquais tantôt en disant voilà, je flippe machin, mais c'est l'idée aussi. C'est normal de pas être à l'aise quand quelqu'un est en situation de consommation, de manque, etc. C'est compliqué, mais les solutions à ces difficultés-là ne sont pas simples. À problème complexe, il n'y a pas de solution simple. Et ça, je vois que c'est quelque chose qui, malheureusement, il faut encore le matraquer, le répliquer. Bon, c'est peut-être pas le meilleur terme à dire matraquer, mais en tout cas, il faut bien le rappeler. Enfin, c'est peut-être le son droit, une matraque a du sens. À un moment donné, il faut insister que c'est pas simple. Ça prend du temps, et d'autant plus si on prend le cas à tourner, voilà, il y a quand même des nouvelles drogues qui arrivent, des horribles trucs de synthèse, de crack qui coûtent pas cher et qui détruisent littéralement la santé et la vie des gens qui le consomment, et qui tombent dans l'addiction. Et ce sont des gens qui ont besoin d'aide pour sortir de là. Et voilà, on tombe dans quelque chose d'hyper compliqué. Et donc, ce sont des problèmes complexes qui ont des solutions complexes. Et donc, ils prennent du temps. Mais qui n'empêche que ça prend du temps, mais il faut quand même prendre le temps de créer des espaces sécurisés pour tout le monde. C'est pour ça, par exemple, qu'on retravaille les espaces publics aussi. Typiquement, si on prend la place Crombé à Tournai, aujourd'hui, avec son nouvel aménagement, on peut plus se planquer dans des coins, quand on regarde bien. Ça a été repensé aussi avec les habitants du quartier, avec le voisinage. Et donc, c'est un endroit où, finalement, quand on se balade... Enfin, moi, en tout cas, je sais pas, Marie, toi, t'es du coup, tu aurais pu s'en parler, mais moi, je me sens... Paradoxalement, je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens où il y a des gens qui sont en rue, c'est leur problème, je veux dire, non, c'est pas leur problème d'être en rue, mais ils vivent en rue, ils picolent, etc. Bon, c'est pas quelque chose qui en soi me pose un énorme problème. Néanmoins, quand ils commencent à avoir des comportements agressifs et violents, là, ça pose problème. Et donc, je me sens pas toujours super à l'aise. Pourtant, je fais quasi 2 mètres. J'ai un mec, je veux dire, moi, on m'emmerde jamais. Néanmoins, il n'empêche que je me sens pas hyper à l'aise. Et je trouve que ces nouveaux aménagements me font que je me sens plus à l'aise. Alors que fondamentalement, ça change pas grand-chose, si ce n'est que c'est plus ouvert,
C'est mieux aménagé, il y a plus de monde, il y a des familles, voilà, ça vit. Moi, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Maryse, toi, de ces aménagements, finalement? Oui, ces aménagements-là à la gare sont quand même plus sécurisants, je trouve. Je me balade souvent à pied. Je n'aurais jamais osé traverser ce parc. L'année dernière, j'aurais jamais osé. Depuis que ces aménagements ont été faits, je ne vais pas dire que je me sens en sécurité, mais je me sens mieux. On manque en fait d'espace sécurisé. On en manque gravement. Et j'en parle aujourd'hui parce que ma maman me l'a fait remarquer ce matin en disant on parle jamais des personnes âgées. Nous aussi, on aimerait bien sortir, on aimerait bien aller se balader, on a peur. Parce qu'on est vieux, parce qu'on se fait harceler, parce que si on dit non, on a peur. Et je pense qu'il manque d'espace vert. Alors pourquoi, on en a parlé tout à l'heure, hein, Valérie, pourquoi je parle espace vert? Pas parce que je suis une hippie, rien à voir, mais je trouve, alors en vieillissant, je trouve que la nature apaise. Tout ce qui est vert, tout ce qui est fleuri, tout ce qui est... Enfin, en tout cas, moi, ça m'apaise. Moi, quand je vais... De par un certain vécu aussi, quand ça va pas, je vais me balader dans les champs, le long de l'Escaut. Ça m'apaise beaucoup. Je sens diminuer la pression. Et je pense que s'il y avait plus d'espace comme ça pourrait diminuer l'agressivité de beaucoup de gens. J'en suis convaincue même. Par plusieurs expériences que je traverse, je peux dire que la nature aide beaucoup. Ouais. Maintenant, je ne suis pas une bobo pour ça, je suis pas... Non, on l'a tous expérimenté, ouais. que c'est apaisant. Enfin, je veux dire, la balade en forêt, et durant le Covid, enfin voilà, on l'a tous vécu. Oui. Je me rappelle, il y avait plus de monde au village qu'à la ville. Oui. J'étais à Timouji, où j'habite, il y avait plein de gens qui se baladaient. La ville était déserte. Oui. Donc je pense qu'il y a ce besoin aussi de... Et puis on rencontrait ses voisins. Oui, aussi, on rencontrait ses voisins. Moi, j'habite pas loin de Champs. J'ai rencontré mes voisins pour la première fois en 10 ans. Donc j'allais balader mon chien, mais tout le monde allait balader son chien dans le champ. Et on a tous fait connaissance. Mais moi, j'allais balader mon chien. Et j'en ai pas. C'est dire. Vraiment. Non, mais je voudrais rebondir sur la question du lien et du lieu, finalement. Le lien le lieu qui peut faire lien, et donc les aménagements de l'espace public, parce que c'est un peu ça aussi. Il y a une société aujourd'hui où on est toujours fort dans sa bagnole, chacun dans son truc. On rentre de chez soi quand la voiture est pas dans le garage, ou on rentre dans son garage, on rentre dans sa bagnole, on arrive au boulot, on se garde dans un garage du boulot, on rentre au travail. Et finalement, on a très peu d'interaction avec les gens, si ce n'est en passant en Colruyt. Et donc, il y a quelque chose là derrière de fondamentalement de perte de lien qui fait qu'on se méfie, qu'on est effrayé de l'inconnu, encore une fois. Et pour revenir à ça, je crois qu'on est effrayé de l'inconnu naturellement et on doit lutter contre ça en permanence. C'est un peu un travail du quotidien de permettre de se sentir bien dans l'espace public. Et c'est un peu une aventure collective aussi. On ne peut pas faire ça seul, on a besoin aussi de le faire ensemble. Et donc, ces espaces publics qui s'adaptent, là on a parlé du centre-ville, mais c'est aussi dans les villages, finalement. Et aussi comment on adapte les rues dans les villages, les ruelles, comment on vit, etc. Et ça, pour ça, Valérie, il me semble que tu as bossé un peu là-dessus, tu as fait des choses sur comment on partage l'espace public dans les villages. En disant que, tiens, enfin, tu vas l'expliquer mieux que moi, je pense, sur la question de... Les chemins pour tous. Évidemment. Ouais, les chemins pour tous. Donc, enduriste, c'est faire de la moto dans les champs. Et à un moment, il y a eu un arrêté au niveau de la commune. On ne pouvait plus rouler sur les chemins. C'est pourquoi les motos sont vendues, construites, assurées, immatriculées. Et je me suis dit, voilà, on va pas simplement aller avec notre casque et une banderole en disant faites-nous rouler, on veut rouler. Mais je me suis dit que les chemins étaient pour tous. Et je voulais prendre les revendications de chacun en me disant, voilà, ça pose tel problème, on va essayer de trouver une solution. Et à chaque point, on a tenté de trouver comment faire avec la difficulté de chacun. Ça va de... Comment ne pas embêter quelqu'un sur un cheval qui se promène sur un chemin? Eh bien, c'était d'arrêter notre moteur et d'attendre que le cheval parte avec son cavalier. Et on remettait les motos en route et on repartait. C'était, quand on rencontrait une petite famille bien sympathique avec les enfants, c'est pas d'arriver comme des gros bourrins et puis y aller de tous nos chevaux. Mais au contraire, c'était... de lever la main, de faire signe, de passer tout doucement, d'attendre éventuellement qu'ils se mettent sur le côté pour pas les agresser. Encore une fois, faire lien. Quand il y avait un fermier qui
nous agresser avec sa machine, parce que ça, on l'a eu quand même, hein, des herses à ras du casque. Ben moi, je m'arrêtais, j'enlevais mon casque, je me présentais, je me disais, voilà, Valérie, et à l'époque, mon fils avait 2 ans et demi, je disais, voilà, Valérie, je suis éducatrice, je m'occupe d'enfants, j'ai un fils de 2 ans et demi à la maison qui m'attend. Vous savez, si vous m'aviez mis la herse dans le casque, si j'avais pas su m'arrêter, ben voilà qui vous auriez touché, tué, blessé. Et je leur posais la question, qu'est-ce qui fait que vous m'avez agressé alors que je suis sur un chemin où je peux rouler ? Et ce dialogue a permis aussi à des fermiers de ne plus agir de cette manière-là, qu'on n'avait plus des fils de pêche à la hauteur de la gorge. Voilà. On a été voir aussi les pouvoirs politiques et on a été parlementer avec eux en disant, au parti écolo par exemple, que on avait des chemins qui étaient remplis de broussailles. Et le fait qu'on passe par ces chemins, eh ben, ça les réouvrait. Ça permettait aux gens d'aller se promener sur ces chemins dont la ville n'avait pas les moyens de les débroussailler constamment, et donc ça se refermait. Nous, on les réouvrait. Après, on se faisait souvent jeter aussi, parce que comme on les avait ouverts, les familles réinvestissaient, puis on disait « Oh, les méchants, ils viennent nous embêter ». Mais voilà, tout a été une question de dialogue. Finalement, tout est question de dialogue. Ah, pour moi, oui, aujourd'hui. C'est essentiel. Et ça s'arrête pas. Quand je disais que c'est un peu une aventure collective, la sécurité, l'aménagement, etc., ça reste de réussir à mener le dialogue entre les gens, permettre qu'ils puissent continuer à se voir, à discuter, à échanger, à briser cet inconnu qui se remet toujours entre nous, finalement. D'où l'idée écolo de Jean-François Le Tulle qui présentait le fait qu'une brigade à pied ou à vélo, cette proximité, non pas pour être là et renforcer, recréer des lois, parce que moi, trop légiférer, pour moi, ça sert à rien. Les lois, elles y sont. Hein. On a déjà, on peut modifier quelques-unes, mais les moderniser un tout petit peu, mais les lois sont là. Mais par contre, je voulais aussi parler d'une expérience qui m'avait vraiment séduite, c'est que les gendarmes français avaient construit la montagne de fer à Leuzen, c'est-à-dire c'était un circuit de pistes moto où les compétiteurs comme moi, les pilotes moto venaient s'entraîner, mais aussi les gars des quartiers qui plutôt de faire le rodéo avec les motos, les quads, eh bien venaient rouler là parce qu'il y avait un terrain de cross, il y avait un terrain de vitesse. On côtoyait des pilotes, donc ils étaient fiers aussi d'aller sur une vraie piste. Et ceux qui maintenaient cette piste, c'était des gendarmes. Et ils étaient là pour faire les inscriptions en cas de problème. Et il y avait un dialogue. Et voilà, encore une fois, c'est une preuve que quand on peut utiliser ce dialogue, quand tu vas dans les écoles et que tu discutes avec les élèves, et tu me parlais des 2 policiers qui te suivaient dans cette aventure, au début, ils sont, mais qu'est-ce que c'est ? Il y a les flics qui sont là. Et puis à la fin, il y a un dialogue qui se crée avec eux, il y a des questions qui se posent. Oui, et là, on obtient un résultat et on a atteint un objectif, je crois. Oui, je te rejoins tout à fait. Je pense que le fait d'intervenir dans les écoles avec la police, c'était dangereux au début. Hein. Je me suis dit, je peux me planter, je vais avoir des sales gosses qui vont les insulter. Et c'est arrivé. Et ils ont bien réagi. Ils ont très bien réagi. On est rentré un peu dans le jeu des jeunes. On a commencé à discuter avec leur langage. On leur a expliqué des choses. Et on leur a expliqué surtout que les flics, c'était des êtres humains aussi, hein, avant tout. Et comme je disais à Valérie tout à l'heure, en fin d'animation, j'ai des gars, des gaillards là qui n'aiment pas la police, qui viennent se renseigner pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer à la police, qu'est-ce qu'il y a comme option dans la police, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on est obligé d'être dans un bureau, comment on fait pour être en intervention, parce que ça les titille un petit peu, mais c'est bien. C'est le but de recréer ce lien, cette proximité jeune-police. C'est hyper important et moi je me bats pour ça en tout cas. Et dans les 2 sens, je pense, tant pour les jeunes bien sûr. que pour les agents en fonction également. Ah bah oui. Qui sont eux souvent aussi pris dans leur quotidien, où on les assomme d'administratifs. Ouais. Et où il y a une nécessité comme ça de créer ce lien. Donc ça ça reste à mon sens aussi la solution pour créer un peu du lien. Et ils ont besoin d'être mis en valeur aussi. Oui. Cette police a besoin d'être mise en valeur parce qu'elle a été trop longtemps, à mon goût, dénigrée. Mmh. Et
Oui, surtout qu'il y a des problèmes, mais après le changement vient aussi de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'agents aujourd'hui en fonction qui veulent changer les choses, qui Bien au quotidien sûr. travaillent à changer les choses. Oui. Après voilà, il y a des problèmes systémiques et ça, on va pas en... Non. C'est clair qu'il y a des soucis aussi, mais il y a des soucis partout et il faut y travailler. Voilà, il y a des bons et des mauvais partout. C'est ce que Voilà, je dis c'est tout ça. le temps à mes élèves. Il y a des bons, des mauvais partout. Il y a des flics cons, il y a des très cons, mais il y a des très bons aussi. Mhm. C'est important de le dire. Valérie, donc on vient d'évoquer la question de l'importance du rôle de la police aussi dans toute cette chaîne de sécurité. Et à ton sens, qu'est-ce qui peut être fait au niveau de la commune? On l'oublie souvent, la commune a un rôle très important en termes de sécurité parce que le bourgmestre est le chef de la police. Et donc, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer ce travail de la police, ce lien de la population avec la police dans une commune? On peut souligner qu'il y a quand même déjà eu une avancée de ce côté-là. Et ça, en tant que travailleur social, moi, je me souviens à une époque, quand j'allais avec un jeune qui avait fait une connerie, j'étais l'éducatrice, mais je me sentais très coupable aussi, parce qu'on me regardait avec des méchants yeux. Et quelque part, ça bloquait le jeune, mais nous aussi, on se disait, mais c'est pas comme ça. Je pense que donc, la formation de la police, la formation aussi des profs dans des milieux difficiles. On a plusieurs enseignements spécialisés et on a des gens avec un grand idéal qui arrivent, et des policiers avec un idéal de justice, d'ordre et de sécurité, ce que certains, justement, en ce moment, poussent vers ce sécuritaire, ce tout sécuritaire. Mais par contre, ce qui marche vraiment, c'est avoir une formation pour connaître qui est devant soi. C'est-à-dire connaître un jeune homme, une jeune fille psychotique, une victime d'une agression, savoir comment s'adresser à cette personne, comment accompagner l'entourage aussi de cette personne, accompagner les victimes, accompagner aussi ceux qui sont coupables de faits, mais ne pas les accueillir n'importe comment. Ça ne veut pas dire de ne pas punir, ça veut dire aussi de savoir mettre un cadre. Et un prof, je pense, avec toute sa bonne volonté, qui veut un maçon convaincu, qui a envie d'apprendre comment monter un mur à un élève, mais s'il se trouve devant quelqu'un qui a une position de psychotique, c'est-à-dire le savoir de l'autre, j'en veux rien savoir, eh bien, il a beau arriver avec son idéal, il va se bloquer à un mur et il va pas comprendre. Et le prof se bloque de réaction. Il déprime ou il devient à la minute violent en disant « Attends, je vais te montrer comment tu dois apprendre ». Alors que si les formations sont données et si la personne comprend à qui elle a affaire, eh bien, le dialogue va se recréer, le travail pourra se faire, il y aura une invention qui pourra être faite pour avancer vers un mieux. Un mieux pour le prof qui va se faire comprendre et pour l'élève qui va pouvoir avancer dans sa formation. Je peux rebondir par rapport à la police. Je pense qu'il y a aussi tous des outils de formation qui maintenant ont évolué depuis des dizaines, peut-être vingtaine d'années, et qui sont mis de plus en plus à jour. Et je pense à la communication non violence, à tout ce qui est bienveillance, etc. C'est pas du pipeau. Et je pense que la police, maintenant on va pas réformer la police entièrement, mais je pense que la police devrait investir, parce que je crois que c'est un investissement qui en vaut la peine, dans ce genre de formation, dans ce genre d'approche de l'autre, pour éviter d'avoir des policiers cow-boys qui se prennent pour des Texas Walkers et qui font pire que mieux. Et je pense que la formation de la police pourrait faire bon usage de ce genre de formation ça apaiserait le rapport à l'autre, ça apaiserait le contact avec monsieur tout le monde dans la rue, et ça éviterait de se retrouver dans des situations qui n'ont pas besoin d'être là, parce que si elles sont managées d'une manière bienveillante, etc., elles n'existeraient pas, ces situations. Oui, tout à fait, tout en sachant qu'il y a aussi une part des situations, malheureusement, qui restent violentes. Oui, voilà, ça, non, mais c'est pas parce que tu as une approche bienveillante que tu vas pas tomber face à quelqu'un de violent. Hein. Non, complètement, mais donc ça reste c'est sûr. Un chaînon essentiel, et la sécurité, c'est un ensemble de composants. On a parlé des lieux de vie, la possibilité de créer du lien, il y a l'école, il y a la place des policiers, il y a la place de tout ça, voilà. Donc la sécurité, ça reste donc avant tout un
un ensemble d'éléments qui permet d'effacer ce sentiment d'insécurité d'une part. Il y a la question du sentiment et il y a la question de la sécurité réelle. Parce que parfois, on peut avoir un sentiment d'insécurité et il peut y avoir une insécurité qui débarque quand même. Je veux dire, on peut sentir très bien en sécurité dans sa bagnole à 130 sur l'autoroute. Oui. On ne peut pas, c'est pas bien. Mais finalement, ne pas être en sécurité du tout. Et voilà, donc je pense que cette question-là, ça s'investit toujours au quotidien. C'est une question qu'on travaille toujours, c'est une question qui n'est pas simple, je l'ai déjà évoqué. Et donc, c'est par des réponses complexes qu'on va régler cette question complexe. Mais la complexité et la nuance, c'est quelque chose de noble. C'est comme ça qu'on trouve des solutions. Et donc, tu l'as évoqué, il y a la question des formations, donc toujours continuer, toujours aller vers un plus. Et je trouve que la société, là-dessus, je vais juste m'arrêter là-dessus 30 secondes, et sans déraper complètement, mais je vais un peu déraper quand même, parce que je trouve que c'est un élément qui est important. Je vais dire le mot à ne pas dire, c'est le wokisme. Oh là là. Le wokisme. Qui n'existe pas, au demeurant, et qui est une espèce de truc qu'on agite comme un hocher aujourd'hui, comme étant une fin des valeurs de la société, etc. Alors qu'en fait, qu'on est dans une société qui évolue, logiquement, grâce à la science, grâce aux sciences humaines, grâce aux militants qui se mobilisent, etc., et qui vise à déconstruire, à mettre fin à des discriminations, à des dominations de longue date, que ce soit le patriarcat ou que ce soit tous d'autres éléments, et qui permet en fait à chacun d'être plus respecté dans ce qu'il est et dans ce qu'il vit. Et pourquoi je fais ce petit dérapage par cette question-là, c'est que je voulais juste amener cet élément et vous entendre là-dessus, de dire finalement, est-ce que la solution dans le lien aussi, elle n'est pas finalement d'apprendre aussi à respecter où est l'autre, à ce qu'il est et à ce qu'il fait. Ma réponse est dans la question, vous me direz. Oui. Question suivante. Non mais, excusez. Et donc, je me suis perdu du coup, c'est pas grave. Le respect. Ouais, tu parlais, oui, c'est ça, du respect. Ouais. Et la connaissance de l'autre, parce qu'effectivement, quand tu connais le fonctionnement de l'autre qui est devant toi, oui, c'est ça. C'était quelque chose que j'ai vécu personnellement en tant que maman, c'est que mon fils avait une relation au savoir particulière. Il se mettait dans une position qui mettait à mal le professeur. Pas parce qu'il chahutait, parce qu'il avait une position particulière. Travaillant un peu dans le domaine, moi j'allais voir les profs en disant moi je vous informe de ça. Non pas pour excuser, parce que parfois on me disait mais vous voulez excuser votre fils? Ah non, pas excuser. Juste une sorte de mode d'emploi que vous utiliserez ou pas, selon. Mais sachez que il y a une manière d'agir. Et c'est souvent ce que je fais aussi avec les jeunes avec qui je travaille. Il y avait, pour une petite anecdote, une jeune fille, grande paranoïaque, qui était en cours et elle se mettait derrière parce que elle avait les autres à vue. Et le prof, avec son idéal de justice pour tous, c'était mais passe devant, tu seras mieux devant. C'est à ton tour d'être devant. Mais la jeune fille, le moindre derrière, pour elle, c'était on parle de moi. Et elle était dans une place très inconfortable et il y a eu une déscolarisation. Et en l'écoutant, je me suis dit, mais oui, mais c'est ça. Elle a changé de place. Elle n'a plus du tout les autres à l'œil, mais les autres sont derrière et la visent. Ce qui n'était pas le cas dans la réalité, mais c'était sa réalité à elle. J'ai été trouver le prof et j'ai expliqué au niveau de ce professeur qu'il fallait bien la laisser derrière et que c'était beaucoup mieux. Et elle a pu continuer sa scolarité. Et il y a eu comme ça, dans mon boulot, mais il y a plein d'exemples de petites choses, quand on arrive à les saisir, et si on n'est pas dans un schéma coincé d'autorité, bien ça marche. D'autorité, et pour ça, il faut être présent. Il faut qu'il y ait du lien, parce que là, tu as pu le dire, parce que tu as pu aller voir le professeur et lui amener, alors que lui, il était à devoir gérer ce quotidien, ce qui n'est pas toujours évident. Tu as pu amener un élément extérieur. Et je fais ce parallèle aussi à cette réalité qu'on a. Je prends le cas du centre-ville, où il y a quand même beaucoup de commerçants qui se sentent en insécurité dans leur quotidien, qui doivent gérer des choses pas simples, et qui finalement ne sont pas... C'est pas leur rôle de gérer ça. Voilà, quand quelqu'un qui est en crise de manque et qui vient déranger les clients à la terrasse, c'est très compliqué. Je veux dire, moi, je l'ai déjà vécu aussi. On peut avoir toute l'empathie du monde et la bienveillance du monde. Si on n'est pas outillé, etc., on est dans un moment en famille, etc., et c'est très insécurisant et c'est difficile. Et les commerçants doivent gérer ça au quotidien. Et du coup, au fur et à mesure, ça crée un ras-le-bol. Et donc, moi, je reste absolument persuadé que c'est
en ayant des gens qui peuvent être là sur le terrain. On a évoqué d'avoir des agents, mais il n'y a pas que des agents, hein, des gens de police, ça peut être des agents de quartier, des éducateurs de rue, qui peuvent être là aussi pour finalement refaire ce lien aussi, et servir peut-être de lien entre, d'une part, les commerçants, et d'autre part, cette population qui est plus compliquée à vivre parce qu'il y a plein d'éléments, que ce soit de consommation, etc., ou d'autres choses, de mal-être ou quoi qu'est-ce, mais qui permet du coup de vraiment aller au fond de la matière et pas juste se dire « Ah !» Parce qu'aujourd'hui, sinon on est un peu sans solution, de se dire quoi, on va mettre tout le monde en prison. Enfin, ça marche pas, c'est pas comme ça que ça marche. Les gens ont des droits. Et on est dans un état de droit, et jusqu'au dernier nouvel, un état de droit, on respecte les droits des gens. Et donc, voilà, je pense que... Oui, tu voulais dire quelque chose ? Je voulais dire que, justement, il faudrait laisser un peu plus de place à la paire aidance. Oui. Parce que les gens ne connaissent pas la paire aidance, et la paire aidance... Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la paire aidance ? La paire aidance, c'est des experts du vécu, en fait. C'est des gens qui ont vécu des choses et qui peuvent intervenir parce qu'ils comprennent le raisonnement des gens qu'ils ont en face d'eux. On ne parle pas assez de la paire aidance, qui vient au départ du Canada. Moi, j'essaie de l'instaurer un maximum. J'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que les experts du vécu sont hyper importants pour pouvoir diminuer ce sentiment d'insécurité. Moi, par exemple, j'ai été victime de violences. Je vais réussir à parler et à comprendre avec une victime, mais je vais réussir aussi à discuter avec un auteur. Aujourd'hui, j'arrive à discuter avec un auteur et à trouver les mots justes pour ne pas l'énerver, et le comportement, on en parlait tout à l'heure, Valérie, il y a un comportement à adopter qui n'est pas simple pour quelqu'un qui a été victime, mais grâce à son vécu, elle va pouvoir dénouer certaines tensions. Et ça, c'est hyper important, et on ne parle pas assez des pères aidants, et pourtant, on est nombreux. On est nombreux à vouloir avoir notre place dans la société, et on ne nous la donne pas. Si on avait ces experts du vécu, alors, ce serait bien qu'ils n'existent pas, évidemment, mais on existe, et nous donner de la place, ce serait bien. Voilà ce que je voulais ajouter. Mais c'est hyper pertinent, et moi je le connais via mon travail aussi, où avec des psychologues de première ligne, on met en place tout ça, et il y a aussi cette question d'expert du vécu qui est intégrée, donc ça commence tout doucement à se mettre en place, à être reconnu. Je sais qu'il y a un statut qui est travaillé au niveau de l'INAMI pour ça, donc ça, petit à petit, mais ce sont des choses qui prennent malheureusement du temps. Il y a des formations qui commencent, là, à l'UMONS, enfin. Oui, à l'UMONS, enfin, pour amener et permettre de déconstruire tout ça. On va passer à la suite un peu du débat, et on va venir avec un peu un élément, là on est un peu plus politique. Récemment, donc suite à la crise énergétique due à la guerre en Ukraine, on avait fait la décision d'éteindre l'éclairage public à l'extérieur de la ville durant la nuit. Donc durant la nuit, c'est de minuit à 6h du matin. Or récemment, la décision unilatérale a été prise de les rallumer. De façon assez cavalière, si je puis me permettre, par le bourgmestre. Et moi, je vous avoue que ça me chiffonne beaucoup. Ça, je vous en parlais, parce que le bourgmestre socialiste a fait cette décision comme ça, à mon sens, avec quand même un certain sens électoraliste, en se disant, s'il se passe quelque chose, ça sera pour notre pomme et tout. Voilà. Donc là, et moi, c'est pas ma façon de faire la politique. J'entends ce qu'il dit, mais moi, c'est pas ma façon. Et je me dis, mais là, on me rate quelque chose. On rate quelque chose au sens où je crois que c'est essentiel d'entendre, d'une part, que il faut... Bien sûr, entendre l'éclairage public, ça reste un élément central sur le sentiment d'insécurité, mais c'est pas partout la même chose. C'est pas partout la même chose parce que moi, j'habite au village, vraiment au milieu des champs, et l'éclairage public, au contraire, m'insécurise parce que du coup, ma maison est visible quand il y a de l'éclairage. Quand il n'y a pas d'éclairage, on la voit pas. Par contre, quand on est en périphérie de ville, on est l'un sur l'autre. Moi, il m'est beaucoup revenu que s'il n'y a pas d'éclairage public, c'est hyper insécurisant. Et donc je trouve qu'il y a une nuance là-dessus à apporter qu'on aurait pu travailler. Et je me dis, tiens, et si demain, on prenait le temps de se dire, tiens, et comment on pensait l'éclairage public et quel est son rôle ? Tiens, comment vous l'interpréteriez et qu'est-ce que vous voudriez par rapport à la zone où vous vivez, ou quel serait votre avis pour ça ? On va commencer par Maryse ou David ? David. Non, mais c'est parce que ça trotte dans la tête pendant que tu parles. Il avait justifié ça comment Par raison de sécurité, sauf que les statistiques n'ont pas prouvé qu'il y avait plus de problèmes. Après, c'est toujours le débat complexe. Le sentiment d'insécurité fait partie de la sécurité.
Et donc, s'il y a un sentiment d'insécurité, est-ce qu'on peut considérer qu'il manque de sécurité? Je crois que la réponse est oui, mais donc c'est là que c'est plus compliqué. Mais on a manqué de réflexion, je trouve. Ouais, je trouve. Ouais, carrément. Moi, en fait, j'habite dans un village juste à côté, à Vaud, et j'aimais bien, en fait, quand ça s'éteignait à minuit et que ça se rallumait à 6 heures, parce que pour moi, ça marquait aussi une transition de la journée vers la nuit, même s'il y a le soleil, etc. Mais quand ça a recommencé à se rallumer, à rester allumé à minuit, j'ai presque été perturbé et je trouvais que ça manquait de charme dans mon village, en quelque sorte. Et on a une amie qui était venue à la maison au moment où ils coupaient les lumières, et elle a dit à ma femme, t'as pas peur ici la nuit, parce que il fait vraiment noir. Hein. Il faut une lampe pour marcher, sinon on tombe. Et ma femme, elle lui a dit, non, pourquoi pas du tout. Et son amie lui a dit, mais elle l'a pas dit comme ça, mais elle avait un sentiment d'insécurité énorme, alors que ma femme qui habite là, pour elle, ça la touchait pas du tout. Et encore une fois, on en revient au sentiment d'insécurité versus sécurité. Et je sais pas où je vais avec ça. On n'a plus l'habitude quand même du noir. Non, voilà. On n'avait plus l'habitude. On n'a pas l'habitude. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'une nuit noire. Enfin, il y en a. Je ne le savais pas. Oui. On ne voyait plus le ciel parce qu'il y a une pollution de l'éclairage, que ce soit les enseignes, que ce soit l'éclairage public. Enfin, il y a ça. Alors, dans le village, effectivement, moi, le côté tout noir, en plus, je trouve que ça marque bien. On passe à la nuit, il fait noir. Disons pour les gens qui ont... Peut-être, on est peut-être un peu comme ça. Je crois que les gens qui ont du mal à cesser leur journée, c'était un peu le rappel de dire, mais gros, voilà, il est temps là. Non, jour-nuit, c'est important quand même. Par contre, effectivement, je pense que dans la ville, quand on sort d'un café un peu tard et qu'on doit aller retrouver sa voiture un peu loin et qu'on se sent un peu seul, oui, effectivement, il y a des coins de rue où c'est un peu plus stressant. J'ai pas vite peur. J'ai beaucoup pratiqué la nuit parce que j'aime la musique et donc les bars et les concerts. et donc j'ai cette habitude de me promener la nuit. Mais c'est vrai, tout noir. Donc là, dans la ville, je pense que les gens peuvent avoir un sentiment d'insécurité. Je pense aussi où si on tombe sur une bande de personnes un peu alcoolisées, un peu chaud-boulettes, s'il fait noir, ça va encore être d'autant plus angoissant. Donc voilà, c'est une réflexion. De nouveau, on va pas réussir à trouver la solution idéale qui va plaire à tous, mais il faut y réfléchir. Ça, en tout cas, ça c'est certain. Maintenant, pardon. Je t'en prie. Moi, je vais vous décevoir parce que j'ai été une des premières à aller voir le bourgmestre justement pour remettre l'éclairage, parce que, comme tu disais, moi, j'habite derrière la gare et j'avais ce sentiment d'insécurité permanent. Je n'osais même pas rentrer dans mon garage parce qu'il faisait trop noir. Je ne voyais même pas l'entrée de mon garage. Ça m'a beaucoup perturbée. Je ne sortais pas. Quand il y avait plus d'éclairage, je ne sortais plus. Et pour la petite histoire, avec mon vécu aussi, j'ai été victime également d'une agression dans la rue, sans lumière. Donc, je vais vous dire honnêtement que moi j'ai besoin de lumière, mais comme on en discutait tout à l'heure, je pense que si par exemple les bars ou les restaurants ferment à 1h du matin, qu'on coupe la lumière à 1h30, 2h, qu'on s'adapte aux commerçants. Mais comme tu disais, rejoindre sa voiture dans le noir, c'est hyper angoissant. Moi, j'étais une grande sorteuse, je ne peux plus sortir. S'il fait noir, je ne vais plus sortir. La peur de rentrer chez soi. Le quartier qui est mal fréquenté aussi. Il faut avouer quand même qu'il n'y a pas des gens chouettes à la gare. Et quand il est 1h, 2h du matin, on n'a pas que les meilleurs qui traînent par là. Et un jour, honnêtement, rentrant dans mon garage, il y a quelqu'un qui était juste à côté, habillé tout en noir, à boire des canettes, à me faire peur. Donc moi, je suis pour l'éclairage jusqu'à une certaine heure. Mais moi, par rapport au centre-ville, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils allument dans les villages. J'habite dans une rue où il y a rien qui se passe. Pourquoi est-ce qu'ils allument entre minuit et 6 heures? Est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens de mettre des détecteurs de mouvement, des choses comme ça, qui permettraient d'allumer quand il y a des gens?
Mais c'est resté allumé de minuit à 6 heures. Franchement, il n'y a personne qui passe. Oui, je pense que ça dépend les Et lieux. donc, je trouve ça assez débile. En ville, je suis tout à fait d'accord qu'il faut un minimum de lumière. Mais ça, pour être tout à fait juste, je crois, j'en mettrai pas ma main coupée, mais j'en suis assez persuadé, mais quand même, qu'il y a des raisons techniques. C'est-à-dire que si on déconnecte, c'est des vieux réseaux, et donc si on déconnecte une partie des villages, on déconnecte toute une partie de la ville. Enfin, je crois qu'il y a des questions techniques, mais donc, moi je pense que ça vaut le coup d'avoir une vraie réflexion collective avec les habitants des quartiers, qui puissent définir qu'est-ce qu'ils veulent chez eux, etc. Par exemple, je suis quasi persuadé que c'est possible que dans le centre de mon village, qui pourtant n'est pas très, très peuplé, mais peut-être qu'en dans l'hypercentre, les gens auront envie d'avoir un peu d'éclairage public. Là, moi où je suis, ce n'est pas pertinent. Mais je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Tiens, comment on peut... il me semble aussi qu'aujourd'hui, on peut faire la demande d'éteindre un lampadaire si voilà, c'est possible, c'est entendu. Mais je crois qu'il y a une vraie réflexion aussi à ce niveau-là mais tiens, qu'est-ce qu'on fait plus tard? Parce que ça coûte une blinde. Ça, il faut le savoir aussi, c'est que c'est très très cher. Donc, c'est vrai que pour là où tu es toi, ça justifie complètement. Moi, je l'entends, il y a une demande, etc. Et j'avoue que même moi, je traversais ces quartiers en voiture, finalement. Donc, je me disais, oh, c'est sympa, c'est tout noir. Mais j'étais pas à pied. Donc, c'est facile à dire. Derrière mes fenêtres, pas blindées, mais quand même, j'étais bien tranquille dans ma bagnole. Et donc, je pense qu'il faut aussi avoir une vraie réflexion. Voilà. Mais en tout cas, sur le long terme, il faut qu'il y ait je trouve qu'on ne peut pas faire l'économie d'une vraie réflexion qui va en plus nous faire des économies d'énergie. De nos jours, il ne faut pas le négliger, même si aussi les éclairages ont été changés, c'est des éclairages moins forts qu'avant, etc. Il y a tout un travail qui est fait. Je ne veux pas dire que tout est mauvais, loin de là, mais je trouve qu'on doit avoir cette réflexion, et je ne vous parle même pas de la nécessité pour la biodiversité d'éteindre les lumières aussi par moment, mais voilà. On doit aussi vivre, l'humain doit vivre en sécurité dans son environnement. Il n'y a pas que la nature, il faut les deux. Et la vie est importante aussi. La vie de quelqu'un est très importante aussi. Complètement. Il faut pas l'oublier. C'est très important. On va tout doucement atterrir. Ça fait 47 minutes et j'ai toujours une petite anecdote à vous demander, il me semble. Moi, je pense que j'en ai donné quelques-unes. Voilà, j'ai parlé de la montagne de fer, qui est pour moi important. C'est cette initiative de pouvoir rencontrer, un village comme Vezon Accueil avec une association qui rencontre ses habitants et qui fait lien à de multiples occasions. Et je vous ai raconté aussi l'anecdote avec les institutions. Une chose auquel je voudrais parler en tant que... je travaille dans un domaine où on a de plus en plus de mal quand on sait qu'un jeune, par exemple, va mal, qu'il y aura un passage à l'acte, que ce soit un passage à l'acte sexuel, un passage à l'acte violent sur lui, sur d'autres. Et on n'a pas, et ça c'est pas au niveau de la commune où on va trouver des réponses, mais en tout cas moi ce qui m'embête, c'est qu'on n'a plus de relais. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est une institution avec des limites. C'est pas une institution fermée. La porte est ouverte. On n'a pas de lieu d'isolement pour les protéger ou pour protéger la société. Et quand on fait des gros signaux de fumée en disant là vraiment il y a un danger, il y a un risque, plus de place en psychiatrie, ou le cas est trop difficile, ou là... J'en profite, je bondis là-dessus, parce qu'il y a un travail qui est fait, alors c'est réseau de santé mentale, etc., au niveau des réseaux de santé mentale enfants, avec tout un projet urgence qui est en cours, adulte, pardon, qui est en cours sur justement comment créer des urgences psychiatriques qui puissent être un lieu sécurisé où on peut amener en cas de gros problèmes, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas. Et les premiers démunis là-dedans, et ça c'est vrai que je voulais rebondir là-dessus sans vouloir plus dire, voilà, j'ai envie de dire que les policiers c'est génial et tout, c'est pas ça, mais les premiers à devoir gérer ça, ce sont les agents de police. Et ils sont face à des situations sur lesquelles ils ne sont pas formés, parce que pour être formé de ça, il faut être psychiatre, voilà, ça demande des connaissances qui demandent quand même une formation hyper longue. Et ces projets-là sont en cours. Et donc ça quand même, ça évolue pas mal, etc. Mais c'est long, parce que c'est des gros projets de santé à mettre en place avec les hôpitaux, il faut mettre tout le monde autour de la table. Donc il y a des choses qui bougent. Alors comme toujours, je le dis maintenant, mais ça va mettre peut-être quelques années perceptibles. Mais en tout cas, c'est occupé de se mettre en place. Ici, là, ils doivent prendre le projet dans les quelques semaines qui viennent. Et donc, il y a des choses qui bougent à ce niveau-là. J'en profite, comme tu en parles. Je saisis l'occasion pour dire que ça bouge. Et normalement, il y aura un projet sur tournée à ce niveau-là qui permettra d'améliorer les choses, en tout cas, et de permettre à chacun d'être plus en sécurité, tant les personnes qui font des crises que les personnes qui doivent gérer ça. Mais il y a le service 107 aussi qui peut intervenir avec la police aujourd'hui.
C'est ça, c'est les qui est équipes hyper- mobiles, oui, etc. voilà, bien qui sûr. Mais ça, est hyper important. ce sont les équipes 107. C'est via ces réseaux-là, Ouais. en fait, Ok. le réseau partenaire 107, en Ouais, l'occurrence, ouais. etc. Donc, ça commence à se mettre en place. Mais on va toujours de plus en plus loin à ce niveau-là. Et je Ouais. trouve que c'est quand même... Nous, on a des jeunes qui sont déjà en institution. Et donc, souvent, on nous renvoie le fait que, voilà, ils sont chez nous. Mais si ça peut marcher pendant des années, à un moment, le jeune, on sent, il y a un passage à l'acte qui va se faire. Il y a une urgence. Et là, on sait qu'on ne sera pas suffisant pour pouvoir arrêter ce processus qui est au-delà de... Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais. Mais bientôt, il y aura quelque chose, visiblement. Yes. Ça, c'est chouette. Anecdote Anecdote. Avant d'avoir peur de tout, j'ai été 23 ans agent pénitentiaire, donc c'est assez rigolo quand même, où j'avais pas peur de grand-chose. Et j'ai travaillé comme chef d'équipe, donc je dirigeais une quarantaine de détenus, je travaillais dans un atelier de production, c'est-à-dire que je donnais du travail aux détenus, et j'avais une équipe de personnel que je dirigeais aussi. Et ensuite, j'ai démissionné pour aller travailler chez Fait d'Asile, où c'est pas toujours très rigolo non plus. Je voulais aller dans le social, je voulais faire agent d'accueil, je trouvais que c'était mieux, et c'est pas spécialement mieux, mais c'est pas pire non plus. Je pense que pour moi, c'est la plus belle aventure humaine que j'ai pu rencontrer, c'est de travailler chez Fait d'Asile, parce que j'ai rencontré des gens totalement différents, des gens qui avaient un certain vécu, des gens qui m'ont apporté beaucoup de choses. Il y a des crapules aussi, il faut rester correct. Il y a des gens qui profitent un peu du système pour rentrer dans le pays. Il faut rester honnête, et moi je reste honnête vis-à-vis de ça. Donc voilà, j'ai fait des métiers très hard, très sécurité, et aujourd'hui j'ai envie de donner tout ce que j'ai appris à des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, mon projet, c'est les jeunes, c'est d'aider les jeunes, et surtout les femmes, évidemment, c'est mon combat, à être en sécurité et à savoir comment se mettre en sécurité. Et ça, c'est Voilà. essentiel de nos jours. Voilà, Merci. avec plaisir. David, t'as une anecdote ou pas? Ouais. David, je vais te relancer du coup, parce que là, je l'ai vraiment fait à l'arrache. Ouais, j'ai une Ouais. petite anecdote. On parlait de sécurité, de connaître l'autre, etc. Et on habitait dans une grande ville avec mon épouse. On était sortis manger un bout, et on voulait aller boire un verre. Donc on va au banc contact, et ma femme met sa carte dans le banc contact. Elle fait son code, et il y a un problème, la carte est avalée. On est loin de la maison, donc moi j'avais pas ma carte. Et il y avait un gars qui faisait la manche juste à côté du banc contact. Et quand ma femme se retourne vers moi pour me dire, avec un peu d'énervement, ça a avalé la carte, etc., le gars s'est levé, il a couru au night shop en face de la rue, il est revenu avec une boîte de chocolat. Et il a offert à ma femme. Donc nous, on a commencé à discuter avec lui un peu. On est resté 3 heures assis avec lui. Il nous a filé du carton pour mettre sur nos jambes pour pas avoir froid. On a passé les 3 heures avec lui à discuter. Et les gens nous donnaient de l'argent, en fait. On s'est fait un pot... Non, Champagne. on lui redonnait tout ce qu'on nous donnait. Et on a passé 3 heures avec lui. Et le gars, c'était un drogué. Il nous a dit qu'après, avec ce qu'il avait récolté comme argent, il allait aller prendre sa dose. Parce que c'est ça qu'il tenait en vie, c'est ça qui le gardait chaud. Mais on a passé une soirée exceptionnelle avec ce gars que personne ne regardait. Et à un tel point qu'à un moment, il y a un copain à nous qui est passé devant nous. Et il nous a pas vus. Et on l'a interpellé. Il a été bluffé de nous voir là, assis par terre avec ce SDF. Et on a discuté, et il a trouvé ça incroyable qu'on se soit assis avec ce gars-là. Et on a passé une soirée, mais exceptionnelle, avec ce gars. Il allait chercher des petites binouses au night shop, j'avoue. Et on a passé on est resté là jusqu'à minuit, 1h du mat, à discuter avec lui de la vie. Et c'était incroyable. Et comme quoi, encore une fois, le fait qu'il ait fait un pas vers nous, qu'on ait appris à le connaître, etc., il n'y avait plus d'insécurité à ce moment-là, quoi. Voilà. C'est une petite anecdote. Mais je propose qu'on arrive tout doucement à la fin. Ça fait 55 minutes qu'on est en route. Et donc, je propose qu'on atterrisse tout doucement. Est-ce que vous souhaitez, un petit mot pour la fin? Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter un petit truc? Non? Alors moi, je fais mon petit mot de la fin.
Mais merci déjà d'avoir été là pour discuter de tout ça ensemble, de ce sujet qui est toujours complexe. Je crois qu'on l'a bien reflété dans la discussion. Toute la question, c'est pas une question simple et il faut prendre le temps. On a pris le temps déjà ici d'explorer une petite partie de ce que peut être cette fameuse question de la sécurité. Et j'ai quand même envie de la résumer. Je pense toute personne qui aura écouté ce podcast en entier le dira clairement. C'est avant tout une question de lien entre nous, de lien entre les autres, d'accepter que oui, on peut avoir peur de l'autre, mais que c'est aussi normal d'aller vers l'autre pour retisser ce lien et toujours prendre le temps de réapprendre à se connaître, à connaître les autres, toujours prendre le temps et aussi de se respecter soi dans ses limites, dans son besoin de sécurité, dans son besoin de respect, de bienveillance. Et je vois que Valérie, tu as quelque chose à montrer. Oui, parce que j'ai reçu ce bouquin, je savais qu'on allait parler sécurité, c'est un terrain glissant, j'ai voulu me renseigner, puis j'étais à la librairie La Procure, et puis on a discuté, et voilà, on m'a parlé de ce livre où là, c'est une société qui est toute transparente. Parce que, après des problèmes de sécurité, ils se sont décidés que les maisons seraient des maisons de verre, que tout serait au vu de tous. Et ça a été écrit parce que il y a un quartier des Grisons où là, ils ont refusé ce tout sécuritaire. Mais la police a dit non, mais alors là, on n'interviendra pas. Et puis dans le quartier sécuritaire où tout est vu de tous, tout est surveillé par tout le monde, il y a une disparition. Papa, maman, le gamin. Et ils disparaissent. Et il y a une enquêtrice. Voilà, je pense que ça peut lancer aussi une réflexion sur le tout sécuritaire, sur cette illusion de croire que tout peut être contrôlé et il y aura toujours des passages à l'acte, il y aura toujours des coups de folie, il y aura toujours du... Donnez la référence du livre. Oui, alors c'est Lilia Hassen et ça s'appelle Panorama. Si je peux me permettre, ça ouvre un débat qu'on n'a même pas abordé, c'est le rapport sécurité et liberté. Ouais. On pourrait en parler pendant des heures, parce que je pense qu'au plus la sécurité augmente, au moins la liberté. Et voilà. Et on pourra enchaîner sur la question des algorithmes aujourd'hui, les caméras à reconnaissance faciale. Est-ce qu'on veut être suivi? Est-ce qu'il faut des banques de données avec l'ADN de tout le monde? Est-ce que c'est toutes des questions qui sont en débat politiquement aujourd'hui? Et c'est ça aussi l'enjeu de pouvoir discuter ce genre de sujet, de prendre le temps aussi de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que c'est la société de demain qu'on construit aussi pour nos enfants, pour nous plus tard, parce que ça peut aller vite. Donc voilà, on n'a pas fini de discuter. Ce sera le sujet des 3 prochaines années de ce podcast. Exactement. On en parlera certainement encore, je pense, avec plein d'autres choses invités, peut-être encore avec vous encore une fois. Moi, c'était bien sympathique. Merci. Tu veux dire quelque chose? Moi j'avais envie de terminer par 2 mots. Respect, tolérance. Voilà. Je pense que c'est la base de tout. C'est la base de tout, la tolérance, parce que c'est compliqué. Et on a beaucoup de problèmes parce qu'on a un manque de tolérance dans notre société. La tolérance. Ça s'apprend. Et ça s'entretient. C'est comme le sport. Absolument. Tu cours pas souvent, tu sais plus courir. Absolument. Tout à fait d'accord. Merci à vous, un grand merci. Merci à vous. Merci à toi. Bonne continuation à tous. Merci.